à tous, dernière partie de ce congrès virtuel de la prévention médicale sur la thématique transparence et maintien des compétences pour une médecine sûre. Après les ateliers de cet après-midi, nous vous proposons donc une séance plénière autour de cette question. Où en est-on de la compétence des médecins, de l'insuffisance professionnelle à la recertification? Ce débat sera découpé en 3 parties. Nous évoquerons bien sûr la compétence. Qu'est-ce que la compétence? Qu'attend-on de nos médecins? Comment la recertification peut-elle s'organiser? Et enfin, quelles conséquences de la non-certification peut-elle entraîner? Avant d'entrer dans le vif du sujet avec les invités qui sont sur ce plateau, je vous invite à regarder ces quelques images. Que sait-on des médecins incompétents? 1 à 2% des médecins sont considérés comme vraiment dangereux et 5 à 6% des médecins concentrent 40 à 50% des plaintes des patients. C'est vrai partout, sur tous les continents. Mais être incompétent, c'est quoi? Si pour le médecin, c'est un manque de connaissances ou de technique, pour les patients, cela désigne surtout un comportement inadapté. L'assureur RCP considérera quant à lui que l'incompétent est celui qui lui coûte cher. Et pour la CNAM, ce sera un médecin prescrivant des arrêts inconsidérés qui coûtent cher au collectif. Difficile alors de s'y retrouver et d'appuyer sur les bons leviers de formation. Et être compétent, c'est pour la vie? Eh bien non. La moitié des connaissances de la plupart des disciplines médicales est remise en question tous les 5 ans. Et en 25 ans, la connaissance d'une discipline est littéralement effacée. Alors qui reste compétent? Personne. Chacun tire son épingle du jeu dans un domaine et moins dans un autre. Alors, pas de définition, donc pas de problème. Encore non. Il faut recadrer le problème, se centrer sur les seuls écarts inacceptables et investir dans un maintien préventif des compétences. Ou du moins, celle utile pour la spécialité exercée, y compris les compétences sociales, réflexives, l'estimation de son savoir et du moment où il faut passer la main. Et qui peut détecter si je suis incompétent? En théorie, le patient, les collègues, l'assureur, l'ordre des médecins. Mais en pratique, pas grand monde. Ces 10 dernières années, le Royaume-Uni s'est particulièrement interrogé sur la question, face aux nombreux scandales dont il a été témoin. Vous voulez maintenir votre compétence? Former, accompagner, sanctionner, vite dit, moins vite fait. Tous les États, ou presque, proposent ou exigent une formation continue de leurs médecins. À peine le tiers exige un contenu obligatoire à cette formation. Et à peine le 10e une requalification périodique. Et ça marche? Pas vraiment à grande échelle. Trop cher et trop compliqué. Et si la plupart des États imposent une formation continue au contenu laissé libre à l'appréciation des médecins, la surveillance laisse à désirer avec un système de contrôle aléatoire et peu de suivi, 15% de médecins contrôlés dans le meilleur des cas. Si la France a déjà beaucoup fait, elle continue de s'interroger sur l'opportunité d'une certification. Et si on faisait mieux que les voisins ? Après ces premières images, une question très générale pour débuter ce débat. Qu'est-ce que la compétence? Autour de moi, 4 invités. Claude Rambaud, vous êtes coprésidente du CIS, le collectif interassociatif sur la santé. Vous êtes aussi vice-présidente du Lien. On peut présenter brièvement le Lien, c'est cette association qui vient... contre les infections nosocomiales et pour la sécurité du patient. D'accord. Professeur René Amalberti, vous êtes aussi avec nous en tant que directeur scientifique de l'association La Prévention Médicale. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Vous-même aussi, Claude Rambaud, vous avez écrit sur cette thématique qui nous concerne ce soir. Docteur Patrick Bouet, vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Je crois que vous êtes le premier médecin généraliste à occuper ce poste, me semble-t-il. Tout à fait. Vous voyez que mais je suis bien informé. Et Nicolas Gambeau, vous êtes à ma droite, vous êtes directeur général du sous-médical du groupe MACSF. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté cette invitation. Une première question que je vais vous poser, Claude Rambaud. Finalement, qu'attend le patient de son médecin, hormis la guérison, bien sûr? Voilà, alors comme je m'attendais un peu à cette question, je l'ai posée autour de moi. Donc, qu'est-ce que vous attendez de votre médecin? Le mot compétence ressort en premier. Il y a 2 mots qui ressortent dans un public qui est plutôt grand public. C'est le mot compétence et le mot écoute, qu'il m'écoute.
Et la même question posée dans le monde associatif, à un public un peu plus averti, ressort aussi deux mots. Un que l'on a vu dans le petit film, le mot pertinence. Ça, c'est déjà un public plus averti qui utilise ces termes-là, le mot pertinence, et qui ont cette notion de pertinence, bénéfice-risque, et aussi le mot dialogue. Le mot dialogue commence à ressortir pas mal. Alors ça, c'est la vision des patients. Voilà, Docteur Bouet, vous, par rapport à vos collègues médecins, qu'entendez-vous, si je vous pose la même question, qu'attend le patient de son médecin? Faites-vous la même réponse que Madame Rambaud? Probablement, en tout cas, une réponse équivalente. C'est certain qu'aujourd'hui, la compétence telle que on peut la mettre sur la table de l'exposé, est une notion complexe. On est en tout cas certain que le médecin doit apporter au patient les garanties nécessaires pour que l'acte qu'il effectue et les conséquences des actes qu'il effectue soient pratiquées au meilleur bénéfice possible pour le patient. Et que cela exige donc que le médecin puisse en permanence exercer cette capacité de mettre en œuvre une compétence acquise, entretenue ou renouvelée. Ressentons une évolution sur cette relation médecin-patient au fil des décennies, depuis 10, 20, 30, 40 ans. Est-ce que la relation a changé? Ce serait un non-sens que de dire qu'elle n'a pas changé. Et elle a changé forcément parce qu'aujourd'hui, il y a deux partenaires dans un objectif commun. Et que probablement les générations précédentes n'ont pas vu ce partenariat de la même façon. Alors qu'aujourd'hui, les médecins et les usagers, le médecin et son patient, sont bien dans une dynamique commune. C'est le changement majeur. Puisque nous parlons de compétences, la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui est-elle suffisante? Elle a en tout cas progressé. Elle a en tout cas progressé puisqu'elle a au moins identifié un acteur majeur en matière d'insuffisance professionnelle et de compétences, c'est-à-dire l'ordre des médecins. Elle est surtout certainement perfectible parce qu'aujourd'hui les outils et les moyens ne sont pas encore totalement précisés et elle doit être partagée avec les autres acteurs. Donc il est nécessaire de construire ensemble un dispositif avec un acteur, l'ordre des médecins, qui assumera totalement son rôle. Et Nicolas Gombaud, vous voulez réagir peut-être aussi sur la réglementation? Est-elle suffisante aujourd'hui, cette réglementation? Je rejoins totalement le président Bouet. Elle a évidemment évolué, cette réglementation, et aujourd'hui elle est beaucoup plus précise. Ceci étant, est-elle suffisante? Pour répondre à votre question, je crois qu'on est obligé de revenir sur votre question précédente, sur ce que l'on attend du médecin. Et moi, à mon sens, avant tout, ce que le patient attend, c'est évidemment la compétence. C'est aussi d'avoir en face de lui un praticien qui est parfaitement au fait des dernières techniques de sa spécialité. C'est aussi d'avoir en face de lui un praticien qui va exercer en toute probité. C'est aussi d'avoir un praticien, effectivement, comme l'a dit Claude Rambaud, à son écoute, c'est-à-dire avoir un comportement irréprochable vis-à-vis du malade. Et puis, enfin, je pense, un médecin qui va pouvoir exercer en parfaite collaboration avec ses confrères, voire même avec les autres professionnels de santé, parce que la médecine s'exerce maintenant avec, non plus de façon unique, seul dans son cabinet, mais les médecins doivent collaborer tous ensemble, tous les professionnels de santé, pour le plus grand bien-être du malade. Alors est-ce que la réglementation aujourd'hui recoupe l'ensemble de ces critères? Sans doute pas. Ceci étant, il est sans doute illusoire de vouloir tout réglementer, mais peut-être que des progrès pourraient encore être faits. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'en tant qu'assureur de responsabilité professionnelle des médecins, ce que nous voyons, c'est que dans la très grande majorité des cas, la compétence des médecins, elle est là, et que ce ne sont finalement qu'une infime partie des praticiens en exercice qui pourraient être concernés par un problème d'incompétence. Professeur Amalberti, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette réglementation? Je crois que presque tout a été dit. Oui. Moi, j'insisterai juste sur le fait qu'on a une vision traditionnelle de lecture de la compétence qui est un savoir technique, mais que tout ce qui a été dit révèle aussi une multitude d'autres compétences qui font l'impression de compétence et le ressenti de compétence. Et là, on est forcément dans des choses plus difficiles à faire d'un point de vue de la réglementation. La réglementation assez prise sur ce qui est un savoir dur, elle a beaucoup moins d'action actuellement sur ce qui est un comportement et
on a donné plein d'exemples, hein, comportement d'écoute, relations empathiques avec les confrères, capacité à travailler en équipe, qui sont aujourd'hui réellement des compétences. On les appelle non techniques. Elles ne sont pas techniques au sens le plus traditionnel de ce qu'on apprend sur les bancs de l'université, mais c'est très difficile de faire son métier en efficacité et humanité si on n'a pas ces compétences non techniques. Mais alors, peut-on finalement être compétent en tout dans sa discipline et puis surtout le rester? Alors, la question est complexe parce que la réponse la plus spontanée, c'est non. On peut rester compétent dans les actes qu'on pratique. Même une discipline qui est relativement bornée est aujourd'hui si large et évolue si rapidement qu'il est difficile d'être absolument compétent partout. Mais là, on doit ajouter une forme de compétence non technique dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est de savoir ce qu'on ne sait pas et de passer la main. C'est aussi la logique même de la construction d'une compétence réussie. C'est qu'on va rester sur le service au client et sur ce qui est nécessaire pour faire son travail, et on en a conscience. Et là où on sait qu'on n'a pas le temps, plus la possibilité de rester compétent, eh bien, si on en a conscience, finalement, on reste compétent. Parce qu'on ne fait prendre aucun risque au patient et on est dans un système qui va prendre en charge le patient de façon très efficace. Nicolas Gombaud ? Je rejoins totalement ce qu'a dit René Malberti, donc là, je n'ai absolument rien à ajouter. Docteur Boué, est-on capable de détecter les incompétences, ce qu'on peut appeler des incompétences inacceptables ? Vous savez, tout un processus existe. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, la déontologie médicale est une façon de s'assurer des autres compétences que la compétence technique. Et nous avons, nous, dans ce domaine-là, une action qui est une action inscrite dans l'histoire des relations médecin-patient avec ce respect de la déontologie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il existe un organisme doté d'une responsabilité légale, c'est l'Ordre des médecins, qui a l'obligation de mettre en œuvre les procédures d'insuffisance professionnelle dès lors qu'il reçoit les informations, et on pourra en reparler parce que le terme « reçoit les informations » est probablement l'élément majeur de cette discussion, mais dès lors qu'il reçoit les informations, il a la compétence légale, lui, d'agir dans le sens de l'insuffisance professionnelle. Mais il ne faudrait pas faire l'amalgame entre compétence et insuffisance professionnelle. Il y a des médecins qui ne sont pas en insuffisance professionnelle, mais qui pourtant doivent améliorer leurs mécanismes d'entretien et d'optimisation de leurs compétences. Et puis il y a enfin des médecins qui évoluent dans leur métier et qui acquièrent de nouvelles compétences, qui s'éloignent de leurs compétences initiales. Et que bien évidemment, là aussi, on est dans un autre domaine, qui est un domaine où on se retrouve confronté à l'exercice de nouvelles compétences. Et je ne trahirai pas vos propos en disant que plus on fait d'activités dans ces compétences, et plus on a de chances de rester compétent dans cette activité. Et que donc, il y a là un avant-dernier élément. Le dernier élément, c'est que la compétence ne peut pas se dissocier du mode d'exercice et de l'activité du professionnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se poser la question de sa compétence théorique, encore faut-il se poser la question de sa compétence pratique, de ses modalités d'exercice et de son activité. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'éléments qu'il faut analyser et pas simplement un élément factuel, littéral, qui serait de vérifier par une question la bonne réponse à cette question. Claude Rambaud, vous qui êtes le regard des patients, réagissez. J'ai un regard un peu biaisé parce que j'appartiens à cette association qui lutte contre les infections nosocomiales et les accidents médicaux. Donc nous recevons quand même à peu près 1000 sollicitations par an de dossiers sur lesquels les patients ou les familles se posent des questions. Alors je répondrai non. À la question que vous avez posée, est-ce qu'on peut détecter les compétences inacceptables? Et vous avez bien dit inacceptables, c'est-à-dire celles qui mettent le patient en danger, je suppose, c'est surtout ça. Je dirais non. On a des patients très satisfaits, qui ont été très mal soignés, et on a des patients très insatisfaits qui ont été très bien soignés. Donc par le patient, c'est très difficile. Ensuite, les collègues, il y a une certaine... D'ailleurs, le code de déontologie recommande de ne pas dénigrer ses collègues, donc... oui, c'est vrai, et puis c'est sans doute une bonne chose. Mais il y a quand même les collègues... Moi, je parle beaucoup du milieu hospitalier, parce que le milieu libéral, on a très peu de dossiers du milieu libéral, on a beaucoup de dossiers du milieu hospitalier, et là, on voit bien
bien qu'il y a des cas dans lesquels les collègues auraient pu dire ou pu voir, ça existe. Alors, c'est un film, je suis tout à fait d'accord. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup, ça fait peut-être une certaine... En valeur absolue, ça peut être beaucoup. Donc, c'est très difficile. Et je rejoindrai ce que disait tout à l'heure René Amalberti, c'est-à-dire, lorsque un médecin se sent incompétent, il doit effectivement passer la main. Et ça, il ne passe pas toujours la main. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de passer la main. D'abord, c'est quelque part, il faut que les médecins comprennent qu'ils ont le droit à l'incertitude, qu'ils ont le droit à ne pas savoir. Comme René l'a dit tout à l'heure, actualiser les connaissances, c'est perpétuel, quoi. Tous les jours, on a des nouvelles études qui viennent contredire. La médecine est une discipline quand même qui a une part d'incertitude. Donc, c'est difficile pour un médecin de reconnaître qu'il a une limite. Et il faut donner au médecin le droit à reconnaître cette limite. Ça, c'est à se remettre en cause, à se remettre en question. Oui, je pense, c'est une difficulté. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est humain. Je pense que c'est tout à fait humain et qu'il faudrait le récompenser. Ça, quelque part, il faudrait le valoriser, le médecin qui reconnaît qu'il a une limite. Dans les dossiers du lien, je peux vous donner un exemple. Puisque nous avons dans le l'association lien que de vous évoquiez. l'association, nous avons énormément de patients qui sont victimes d'infections nosocomiales, et notamment d'infections osseuses graves. Nous avons créé, avec le ministère et des orthopédistes qui étaient très conscients de ces difficultés-là, des centres de référence des infections ostéo-articulaires. Eh bien, nous apercevons encore que nous recevons certains dossiers de patients qui sont dans des galères pas possibles, qui en sont à la 4e, 5e, 6e intervention du fait d'une infection extrêmement grave, qui n'ont toujours pas été transférés à des centres de référence. Voilà, je vous donne un exemple précis. Oui. Donc, je pense que c'est psychologiquement difficile de passer la main et qu'il faut le valoriser auprès des médecins, que passer la main, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais médecin, ça veut dire au contraire qu'on est un très bon médecin. Alors Nicolas Combeau, par rapport à ces deux points de vue Alors, un peu divergents. J'ai la conviction profonde que ces incompétences qui sont inacceptables, celles dont vous parlez, oui, nous avons parfaitement les moyens de les détecter. Que ce soit l'assureur, que ce soit une association de patients, évidemment le Conseil de l'Ordre, le ministère de la Santé, la Caisse primaire d'assurance maladie, au travers de toutes ces structures qui ne travaillent évidemment pas de façon coordonnée. Ces incompétences notoires, qui encore une fois sont rares, elles peuvent être diagnostiquées tôt ou tard. Alors évidemment, ma réponse est totalement insatisfaisante. Pourquoi ? Parce que c'est le tôt ou tard. Parce que, évidemment, un praticien qui est totalement incompétent, c'est immédiatement qu'il faut le diagnostiquer pour pouvoir mettre en œuvre des mesures appropriées. Et ça n'est pas 5 ans plus tard, lorsqu'il aura vu passer entre ses mains de très nombreux malades. Et c'est sans doute ce retard à la réaction qui pourrait être préjudiciable et qui mériterait sans doute que l'on s'y attelle. Parce qu'aujourd'hui, les procédures, c'est vrai, nous avons fait de grands progrès, notamment avec la procédure sur l'insuffisance professionnelle dont le président Boué a parlé. Ce sont des procédures qui sont évidemment a posteriori et qui sont sur signalement. Évidemment, ça n'est pas un praticien qui, de par lui-même, va provoquer une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre. Et donc, c'est toute la question du contrôle, finalement, de la compétence qui est posée. Je n'ai pas personnellement la réponse, mais qui mérite effectivement que l'on s'y attarde de façon extrêmement précise. Vous qui suivez ce débat dans le cadre de ce congrès virtuel, vous pouvez aussi intervenir en posant vos questions grâce au clavier de votre ordinateur. Et on va tout de suite voir si nos internautes ont déjà réagi. Avez-vous réagi à ces premières minutes de débat? Des questions sont-elles déjà arrivées? Je regarde sur notre écran de contrôle. Oui, alors effectivement. Une question peut-être pour vous, professeur Amalberti. L'accélération des progrès faits par la science nécessite-t-elle de travailler différemment? Je vous pose la question, mais vous pouvez bien sûr réagir les uns les autres.
En tout cas, clairement, cette accélération qui ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire c'est pas une accélération qui a été faite à un moment et puis qui se mettrait à ralentir, loin s'en faut, c'est une accélération qui est simplement liée à la percolation de toutes ces connaissances et elle questionne sur le maintien des compétences, puisque on est face à un monde qui change en matière de technique, en matière de concept, et on est dans une logique de pratique qui, quand on doit rester vigilant sur l'ensemble des nouveautés de la discipline, suppose un véritable investissement et une véritable implication qui est professionnellement pas toujours si facile que ça à mener, parce que le nombre de journaux qui sont publiés avec le nombre de connaissances nouvelles est tout simplement hors de portée d'un médecin qui voudrait faire bien. Donc on est obligé de passer par des structures qui font des résumés, qui dans le fond font un digest de ce qui est le plus important à garder en mémoire, avec des organismes qui sont spécialisés dans ce domaine. Et c'est peut-être encore ce qui manque parfois, y compris dans la rapidité avec laquelle va la connaissance, du positionnement des recommandations, qui sont lentes à venir et qui sont souvent dépassées par la vitesse à laquelle la connaissance apparaît dans les journaux. Donc les professionnels sont souvent confrontés à des choses qu'ils lisent dans les journaux, des recommandations qui sont plus celles exactement que les journaux recommandent. On revient à cette surabondance d'informations. Une surabondance considérable d'informations. Le nombre de journaux dans une discipline est explosif actuellement, dans n'importe quelle discipline. Et donc, on est obligé d'imaginer des systèmes qui digèrent et qui accompagnent les professionnels. Docteur Boué. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il n'y a pas seulement la vitesse à laquelle la science évolue, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas même compter cette vitesse. Mais c'est surtout que la science aujourd'hui se partage. C'est-à-dire que l'information scientifique, la conséquence de cette information scientifique, elle n'est plus détenue par le seul professionnel. Elle est partagée avec d'autres acteurs. Et quand la technologie vient avec la science bousculer la façon dont les données sont collectées, bousculer la façon dont l'information va circuler, on se rend compte que la compétence va exiger de comprendre ce que l'autre a compris et d'être capable de retranscrire ce que l'autre a compris pour que le discours puisse être un discours cohérent et l'action soit une action cohérente. Donc, certes, la science accélère de telle sorte qu'aujourd'hui, il est très difficile, de façon autonome, de maintenir son niveau de connaissance adapté à cette vitesse, mais en même temps, elle se partage. Et que ça, c'est une donnée qui est une donnée fondamentalement nouvelle de ce 21e siècle. C'est le partage. Y compris avec le patient. Oui, bien Claude sûr. Rambaud, je vois que vous voulez aussi réagir. C'est ce qui augmente considérablement la difficulté de se tenir au courant des avancées, des connaissances. Bon. C'est aussi qu'aujourd'hui, on a ces recueils, ces données, ces big data, et on a ces analyses de données qui font que ce qui n'était pas vrai, ce qui était vrai il y a 6 mois ne l'est plus, parce qu'on a de analyser, extraire des informations et tout. Donc ça va très vite. C'est extrêmement rapide, ce qui fait que pour que le patient bénéficie vraiment de la meilleure pertinence possible en termes de prise en charge, il faut que les médecins soient au courant, et ça c'est très difficile parce qu'il y en a tous les jours presque. Une autre question peut-être tout de suite, de vous qui nous suivez. Est-ce que la compétence relationnelle intéresse les professionnels de santé, sachant que la plupart des plaintes portent sur la compétence relationnelle ? Qui veut intervenir? Je répondrai assez rapidement. Est-ce que la compétence relationnelle intéresse les professionnels de santé? Assurément, puisque c'est une base fondamentale de l'exercice de ces professionnels de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, le partage relationnel dans l'exercice du métier et dans l'exercice de ce partenariat entre médecins et patients existe? C'est probablement un des défis majeur de la médecine du XXIe siècle. Et qu'il ne faut pas regarder les choses comme étant des choses impossibles. Aujourd'hui,
les professionnels de santé sont fondamentalement attachés à cette dimension relationnelle. Et s'ils sont si craintifs sur les évolutions technologiques, sur les évolutions des données de santé, sur les évolutions de la technologie, c'est bien parce que quelque part, ils la vivent comme un écran entre ce qu'ils font et savent, ce que le patient attend et sait, et ce que cette construction va pouvoir faire vivre entre ces deux acteurs. Donc il faut là être très vigilant sur cette réflexion. Surtout que ce qu'on appelle une incompétence relationnelle est difficilement évaluable. Oh, elle peut être caricaturée. Oui. Très aisément, parce qu'on pourrait sortir de la caricature à ce niveau-là. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que le professionnel de santé doit s'approprier la capacité de dialoguer et de construire avec son partenaire un diagnostic, une prise en charge thérapeutique et un suivi de pathologie. Et que c'est le défi du XXIe siècle, il est là. Vous voulez réagir, Nicolas Gombaud, sur ce point ou... Simplement pour dire que je partage totalement ce que le président Boué vient de dire, mais avec en plus un défi qui est évident, c'est que cette relation médecin-malade, elle a été complètement transformée sous l'effet d'Internet, sous l'effet d'exigences nouvelles et bien compréhensibles de malades. Et donc, je comprends très bien que certains praticiens aient du mal à se situer aujourd'hui dans cette relation extrêmement complexe. Oui, je vois que vous voulez réagir. Parce que tout à l'heure, Patrick Boué a parlé de partenariat avec le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, certes, le consentement éclairé existe depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, on demande un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un véritable dialogue et que le patient comprenne les enjeux de ce qui lui est proposé. C'est très important. C'est ce que Paul Ricoeur appelle l'alliance thérapeutique. Comment va-t-on vers l'alliance thérapeutique ? Et on sait très bien que ça se passera beaucoup mieux pour le patient, pour sa guérison, pour son observance, si effectivement il y a eu cette compétence relationnelle à la base de la décision médicale. Et le partage de la décision, on parle beaucoup d'adhésion partagée. On est un petit peu en retard en France sur les anglo-saxons. Les anglo-saxons sont très très engagés. On ira voir tout à l'heure un peu ce qui se passe chez nos voisins. Peut-être une autre question ? Qui peut diagnostiquer une insuffisance professionnelle et avez-vous des exemples concrets ? Qui veut prendre la parole en premier ? Écoutez, on peut essayer de répondre. Qui peut diagnostiquer une insuffisance professionnelle ? Même si je ne partage pas votre vision de l'analyse de la déontologie. On a bien fait de vous mettre côte à côte. En tout cas, certainement, le patient, certainement l'équipe dans laquelle ou avec laquelle le professionnel accomplit son activité, et puis très certainement une meilleure alliance de l'ensemble des autres acteurs qui sont observateurs de cette situation. Tout ceci, c'est un mécanisme qui doit aujourd'hui se construire pour que l'on n'ait pas le sentiment, qui peut être justifié, d'être victime d'une délation de la part de ses collègues, d'être victime d'un acharnement de la part d'organismes structurés, d'être victime d'une chasse aux sorcières de la part de certains patients. Donc tout ceci nécessite une construction. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si nous n'arrivons pas à créer entre les différents acteurs les moyens qui permettent de suivre, mais dans le sens positif, parce que l'incompétence, ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. La difficulté en matière de connaissance, ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. Et nous, notre vision d'accompagnement est une vision qui doit permettre aux professionnels de retrouver les moyens de la compétence telle qu'elle doit être exercée au service de la spécialité. Qui peut diagnostiquer l'incompétence ? Évidemment, l'ordre en tant que tel ne peut pas le faire. Il n'est pas expert de la compétence. Donc l'ordre doit travailler avec les acteurs professionnels, avec les acteurs usagers, avec l'ensemble des acteurs qui l'environnent, pour construire une expérience, une expertise professionnelle qui ne soit pas simplement des questions et des réponses qui donnent droit à un diplôme, mais qui soit bien une analyse d'un parcours individuel, d'un mécanisme individuel d'entretien de ses compétences, et qui, à la fin de tout ceci, permette de dire voilà où sont les insuffisances, elles sont dangereuses, vous devez arrêter et repartir vers un mécanisme de formation.
elles sont importantes et vous devez tout de suite entrer dans un mécanisme de réacquisition de compétences ou de connaissances nécessaires, ou vous devez vous confronter à un certain nombre de confrères qui vont vous accompagner dans un mécanisme qui vous permettra de retrouver certains des éléments que vous avez perdus. Mais pour tout ça, il faut que les médecins s'emparent d'une certitude, c'est que la connaissance d'un jour n'est pas la compétence de toujours, et que donc ça doit être un parcours tout au long de la vie, et que les acteurs doivent se faire confiance dans un objectif de promotion et pas dans un objectif de sanction ou de retrait des professionnels. Tous les professionnels qui ont des troubles de la compétence ne sont pas des professionnels dangereux. D'ailleurs, il y a très peu aujourd'hui de médecins rendus incapables en urgence d'exercer leur métier. On a vu les chiffres sont les ARS saisissent très peu. Et il n'y a qu'eux aujourd'hui qui peuvent arrêter un médecin en urgence qui serait dangereux. Quelqu'un peut intervenir sur ce? Oui, Madame Rambaud. Je dirais que oui, en milieu hospitalier, les équipes sont tout à fait capables de détecter des incompétences notoires. Hein, je vais dire, bien sûr, voilà, tout de suite, elles le savent. Pardonnez-moi, l'internaute demandait si éventuellement il y avait des exemples concrets. Je ne sais pas si vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit. C'est peut-être difficile sur cette question-là. Est-ce que je rappellerai, est-ce qu'il faut donner un exemple concret? Là, c'est un peu difficile, mais enfin, je peux en donner un parce que la France, l'a bien connu, c'est l'histoire de la chirurgie viscérale à l'hôpital de Saint-Afrique, par exemple. C'est vraiment, ce sont des collègues qui ont donné l'alerte. Nous, on a eu des appels qu'on a transmis ensuite, il y a eu une inspection, etc. Voilà. Donc les équipes, moi je crois beaucoup que les équipes sont tout à fait capables de détecter les incompétences. En médecine de ville, c'est beaucoup plus difficile. Mais en médecine de ville, il y a un acteur qui est l'assurance maladie, qui détient des données dans un système d'information qu'on appelle le SNIRAM, qui sont des données de remboursement. Et elle peut certainement, si l'assurance maladie voulait s'en donner la peine, elle pourrait certainement extraire des informations intéressantes là-dessus. Je vous vois acquiescer, professeur. Oui, enfin, on ouvre là des acteurs qui n'ont pas été vraiment associés ou qui n'en ont pas eu la volonté d'ailleurs, mais on vient de citer la CNAM-TS, les assureurs, hein, qui ont aussi une connaissance évidemment d'un certain nombre de dossiers. Mais, alors, ce qu'on voit, et Nicolas Gambaud le disait, c'est finalement que ce sont des systèmes qui ont de l'information, mais pour le moment, cette information n'est pas partagée pour des raisons multiples. Et peut-être que c'est aussi des dimensions du futur que de penser à partager cette information. Le président Boué parlait tout à l'heure de mettre ensemble finalement ces systèmes d'une manière ou d'une autre, hein, de pouvoir rentrer par différentes entrées. Peut-être que c'est une direction. Oui, je retiens le mot partenariat que vous avez utilisé déjà à plusieurs reprises. Une autre question, peut-être des internautes qui nous suivent en direct. Existe-t-il un exemple de questionnaire participatif qui puisse permettre à une association de prévention du risque médical d'évaluer les compétences ou les incompétences inacceptables au niveau des soins primaires publics ou privés? Qui veut s'emparer de cette... je vous l'accorde, elle était conséquente. J'espère qu'on va pouvoir nous la remettre. J'ai essayé de la dire lentement, mais je recommence. Existe-t-il un exemple de questionnaire participatif qui puisse permettre à une association de prévention du risque médical d'évaluer les compétences ou les incompétences inacceptables au niveau des soins primaires publics ou privés? Moi, je dirais qu'on peut avoir des grilles d'audit qui évaluent des comportements. Est-ce qu'on respecte la checklist du bloc opératoire, voilà, un certain nombre de choses. Mais c'est extrêmement difficile. Chacun est particulier. Chacun est particulier. Je pense que je ne crois pas qu'il existe vraiment de listes participatives, enfin de systèmes de questionnaires participatifs qui permettent de le voir. Ça, Nicolas Gambaud, peut-être, avez-vous quelque chose à apporter? Je n'y crois pas. Et dans puis les organisations, oui, ça existe, mais pour les comportements individuels, c'est très difficile. L'outil unique, je crois qu'il n'a pas fait ses preuves. Donc, effectivement, c'est une affaire de cas par cas, d'où l'absolue nécessité, effectivement, de confronter différentes expertises, comme le précisait il y a un instant le président Boué.
il me semble difficile d'envisager, en dehors du fait que au niveau de la décision à prendre, qui n'est pas une sanction, comme cela a été rappelé, il doit y avoir un organisme en charge de cette mission, mais cet organisme, il doit se nourrir de la réflexion, de l'expertise de plusieurs acteurs. Et à mon sens, cela nous amène à donner une réponse négative à cette question de l'internaute. Quand même qui nous permettrait, mais c'est pas sous forme de questionnaire comme ça. Il y a peut-être un outil qui permettrait d'évaluer ça. C'est ce qu'on appelle les revues de dossiers. C'est-à-dire, il faut descendre dans les dossiers et regarder, voilà, dans un but pédagogique et bien sûr pas dans un but de sanction, pour voir où est-ce qu'il y a eu peut-être une mauvaise décision. Mais c'est pas un questionnaire, c'est pas sous forme comme ça. Enfin, ceci dit, les Américains, je ne sais pas s'ils le font toujours, avant ils faisaient ce qu'on appelait le chemin clinique, c'est-à-dire qu'ils avaient des questionnaires qui étaient préélaborés par type de pathologie, par type de patient, et ils regardaient avec le dossier si ça collait ou si ça collait pas, quoi. Si, voilà. Donc des pistes peut-être voilà, à suivre. Éventuellement une dernière question des internautes qui nous suivent. Doit-on appeler, alors tout à l'heure vous évoquiez le mot d'usager, doit-on appeler le patient client afin de souligner que celui-ci a des droits? C'est des droits de consommateur. Les clients, ce sont des droits de consommateur. C'est aussi des droits de qualité. Oui, oui, c'est ça. C'est la qualité. La vision canadienne qui emploie le terme client insiste beaucoup sur ce que ça met en termes qualité. C'est pour ça que le terme usager qu'utilisait le docteur Boué était peut-être intéressant. Ça, c'est le terme consacré par la loi, en particulier de 2002. C'est la sémantique, là. Oui. Globalement, c'est sûr que les médecins aujourd'hui... Est-ce que ça changerait quelque chose, finalement, de dire qu'un patient est un client? Non, je crois que ce qui change quelque chose, c'est de comprendre que le patient est un individu autonome qui a droit à ce qu'on le prenne en compte et qu'il soit partenaire de son objectif santé. C'est qu'il soit client, usager ou d'autres termes qu'on pourrait inventer, ne me semble pas avoir de grande importance. Le patient aujourd'hui a des droits qui lui sont reconnus. Il aura d'autres droits qui évolueront dans l'avenir en matière législative et réglementaire. Et je ne crois pas que l'épithète ou le mot qui sera utilisé change grand-chose à cette dimension, très objectivement. Il y aura peut-être des effets juridiques de parler de clients, parce qu'effectivement, la consommation, la qualité... Je pense que la loi est quand même assez... On n'est pas trop dans ce registre-là. Oui, déjà bien mis en place. C'est sans doute culturel, hein, mais j'aurais dit les Canadiens... Dans la partie francophone, ils utilisent le mot client, ils utilisent pas le patient, et assez intentionnellement pour porter sur le fait que ce n'est pas une attitude régressive asymétrique. On n'a pas quelqu'un qui est là pour subir la vision d'un expert, on a un vrai partenaire, comme on est client dans une autre relation, et donc sur ce point, je trouve que les Canadiens, ils ont introduit ce mot avec un portage derrière, qui est l'idée que c'est un vrai partenaire qui vient. Vous qui nous suivez en direct, vous pouvez continuer à poser vos questions, puisqu'il y aura 2 autres moments dans ce débat où vos questions seront posées à nos intervenants. On va tout de suite passer à la deuxième partie de notre soirée.